prendre quelques minutes de remerciements. Merci à tous d'avoir répondu présent. Alors, je ne cache pas que j'avais un grand plaisir à vous retrouver ici en présence après ces périodes de distanciation. Et vous avez été d'ailleurs nombreux à partager ce plaisir, vu votre engouement pour les inscriptions. Je tiens aussi à avoir un mot de remerciement, bien sûr, pour les organisateurs qui se sont impliqués avec nous et le professeur Bono pour l'organisation. Je pense particulièrement à Madame Moreno-Garcia, je pense aux étudiants du master, et aussi à Madame Bono qui nous permettra la publication des actes. J'aurai aussi un mot particulier pour le professeur Bono, qui m'a fait confiance en partageant avec lui la co-direction de ce colloque, le tout premier pour moi. Il y a 5 ans, quasiment jour pour jour, je soutenais ma thèse sous sa direction. Et rien ne pouvait me faire plus plaisir que de revenir à l'université de Lille, où je compte bien en déployer toute mon énergie pour rendre vivante cette matière du droit des entreprises en difficulté qui nous passionne tous ici. Quelques mots d'avant-propos si vous me le permettez. Nous allons analyser avec la table ronde suivante les points marquants de la réforme. Les premières lignes du rapport au président de la République qui accompagne l'ordonnance sont ainsi consacrées aux modifications relatives aux garanties et aux sûretés qui ont un impact dans la résolution des difficultés de l'entreprise. Et l'objectif était de renforcer l'attractivité des procédures. Nous évoquerons ensuite les nouvelles mesures qui vont être prises, notamment par exemple l'extension de la suspension des poursuites des créanciers dès le stade amiable. Mais avant d'évoquer ces modifications remarquables, d'autres points de la réforme font l'objet de discussions sur l'importance à leur donner, telles que la constitution de classes de parties affectées. Présentée comme l'innovation majeure de la réforme, elle pourrait être immédiatement relativisée par l'effet des seuils, qui ont, au demeurant, été augmentés par rapport au droit antérieur. En effet, seules les entreprises, et pour parler simple, ensemble de sociétés, qui emploient plus de 250 salariés et atteignent un chiffre d'affaires de 20 millions ou de plus de 40 millions de chiffre d'affaires sont concernés. Concrètement, cela vise moins d'1% des entreprises françaises. À préciser toutefois que la constitution des classes peut avoir lieu en deçà de ces seuils, sur autorisation du juge-commissaire. Mais alors le décret s'empresse de préciser qu'il s'agira alors d'une mesure d'administration judiciaire, c'est-à-dire insusceptible de recours, parce que supposé ne pas faire grief, ce qui peut être discutable à l'endroit du créancier. Également, la nouvelle procédure de sauvegarde accélérée, laquelle fusionne les deux anciennes versions, échappe à ces seuils, l'entreprise devant seulement présenter des comptes au moins établis par un expert comptable. Cependant, là aussi, le dispositif est à mettre en miroir avec la réalité des chiffres, car depuis son introduction en 2010, le nombre d'ouvertures effectives de procédures accélérées est non seulement extrêmement faible, mais aussi le fait des grandes entreprises, ce que la technicité des nouvelles règles ne facilitera certainement pas l'accès. Alors, dans un contexte de crise sanitaire et économique, face à un tissu économique national essentiellement composé de petites et moyennes entreprises, la portée de la nouveauté pourrait être vite relativisée. Toutefois, si tant de commentateurs s'en font l'écho, c'est parce que, en réalité, cela semble induire un changement de perspective profond dans notre droit. Alors que le rapport au président indique que la transposition n'a pas conduit à une remise en cause de l'organisation du livre 6, l'adoption d'un plan de sauvegarde et d'un redressement judiciaire par des classes est en vérité une véritable lame de fond, tranchant avec ce que nous enseignons jusqu'alors à nos étudiants. À en imaginer dans un futur proche, l'application qui serait peut-être généralisée et systématisée, les procédures ne seraient plus collectives. Avec ce nouveau dispositif, une sélection va être opérée entre les créanciers selon qu'ils sont considérés comme des parties affectées ou non. L'ordonnance les désigne comme ceux dont les droits, comme ceux dont les droits sont directement affectés par le projet de plan, mais sans davantage les définir. Que faut-il entendre alors par affecté et directement? Puis, dans le cas d'évolution du projet de plan et de la qualification ou disqualification de parties affectées. Le texte invite en outre à se détacher de la notion même de créancier, puisque sont également intégrés les détenteurs de capital, à condition toutefois que leur participation au capital, que les statuts ou que leurs droits soient modifiés. Et cette fois, le terme affecté n'a pas été repris.
Le choix de la transposition française ferme par contre cependant définitivement sa porte aux créances salariales, entre autres, afin de préserver pleinement leurs droits. L'intégration au sein d'une classe ne serait donc pas totalement sans péril. Et qu'est-ce que l'on fait du choix volontaire d'en faire partie? Bref, une fois la sélection faite, les parties affectées vont être réunies en plusieurs classes. Combien? Point de limite dans le texte, sauf à déduire que l'hypothèse de la classe unique est à bannir. Cela a lieu en fonction d'une communauté d'intérêt économique suffisante. Existe donc la qualité du créancier et bonjour au fondement économique, qui obtient alors la primeur à l'exclusion de tout autre critère, à condition toutefois d'être un critère commun dans l'intérêt commun suffisant. Et l'appréciation est abandonnée à la compétence de l'administrateur judiciaire, tout comme l'attribution, le calcul des voix et les modalités de vote. Alors pour lui, nouvelle liberté, nouvelle opportunité ou nouvelle source de responsabilité, cette prérogative sera sans nul doute un exercice de haute voltige, pour ne pas dire de stratégie, pour les praticiens. Mais il faut noter que la partie réglementaire réserve à l'administrateur un recours particulier, puisque pour vous citer le texte, la qualité de partie affectée, les modalités de répartition en place, etc., peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur et l'administrateur judiciaire, alors qu'il en est lui-même l'auteur. Pratique, n'est-ce pas? Ainsi groupées, les parties affectées sont appelées à voter au sein de leur classe, à l'instar, pour reprendre les termes mêmes du rapport, de collèges électoraux organisés en fonction de critères économiques. Et c'est à propos de l'approbation du projet de plan que le dispositif prend toute son ampleur, puisque désormais c'est la règle de la majorité, précisons celle, comme hier, des 2/3 des voix, mais nouvellement comptabilisée à partir des votants, qui fait loi. À noter de plus que l'ordonnance autorise la classe à substituer au vote sur le projet un accord, qui recueillerait de ses membres 2/3 des voix, cette fois détenues, et qu'en redressement judiciaire, une partie affectée peut faire une proposition de plan concurrente à celle de l'administrateur judiciaire. Que de procédés démocratiques introduits dans ce droit. Cependant, il ne faut pas s'y tromper. Le caractère profondément judiciaire de nos procédures ne disparaît pas. Car même en cas d'approbation à la majorité, le tribunal reste neutre. D'abord, il n'entérinera le projet adopté que si certaines conditions sont remplies. Et il se pose à cette occasion en gardien suprême des intérêts en présence, notamment en affectant à l'endroit du créancier minoritaire le test du meilleur intérêt des créanciers. On vous en a parlé ce matin, et celui-ci se fait de manière prospective au regard de toute autre meilleure solution alternative, et on ne doute pas que cela nourrira un contentieux futur. Ensuite et surtout, le tribunal peut, malgré l'approbation majoritaire et les conditions bien remplies, il peut encore choisir de rejeter le plan, s'il le considère comme non viable ou pas raisonnable. Il faudrait alors tout recommencer, c'est-à-dire retour au classique du recomment des procédures collectives pour l'élaboration et l'adoption d'un plan, ou alors précipitation vers la liquidation judiciaire. Et là, l'accélération du traitement n'aura été que chimère. De manière plus remarquable, c'est dans l'hypothèse où le plan n'a pas obtenu la majorité requise au sein de la classe que le pouvoir du tribunal s'exprime pleinement, car il va avoir la faculté d'une application forcée interclasse. C'est le mécanisme du cross-class cramdom, soit un écrasement par la majorité en nombre de classes, ou du moins contre le veto de certaines. Parmi les différentes vérifications qui sont imposées par l'ordonnance, c'est ici que les experts feront certainement leur entrée en scène, puisque certaines conjonctures de supposer raisonnablement, après détermination de la valeur du débiteur comme entreprise en activité, le paiement qui aurait été ou pas obtenu en phase liquidative par répartition des actifs ou par répartition du prix de cession d'entreprise. Il faudra aussi faire application de la règle de la priorité absolue, qui n'est en réalité pas si absolue, puisque l'ordonnance autorise le tribunal à y déroger en cas de nécessité. Enfin, le plan pourrait être imposé à tous, et l'ordonnance précise, et là le droit des sociétés n'a qu'à bien se tenir,
qu'en cas d'augmentation de capital, de modification des droits des détenteurs de capitaux ou des statuts de la société, alors la décision du tribunal vaut en elle-même approbation de ces modifications. Ainsi, la force du judiciaire au secours d'une adoption qui se voulait a priori plus conventionnelle et démocratique, c'est tout de même un curieux mélange des genres. Mais parce qu'assez de temps aurait été consacré à ces modifications, dont certes il faut souligner la technicité, mais qui ne concerneront certainement qu'un faible nombre d'entreprises, il est l'heure d'entendre le genre universitaire sur les autres points de la réforme. Il me revient alors l'honneur d'introduire la table ronde suivante, qui réunit des enseignants-chercheurs. Ils nous livrent leur point de vue sur les mesures prises par la réforme pour, je cite le rapport, augmenter l'efficacité des procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dette. Ils mettront ainsi en lumière deux enjeux principaux de la transposition. D'une part, renforcer l'attractivité du droit français, et d'autre part, assurer un respect équilibré des intérêts en présence, débiteurs, créanciers et garants. Nous entendrons d'abord le professeur Ouin-Bressan de l'Université de Lorraine, qui soulignera les mesures issues des ordonnances Covid. Certaines de ces nouvelles règles, a priori qui étaient introduites dans notre droit à titre provisoire, ont finalement été pérennisées dans le cadre de la réforme. Ainsi, bien que la crise de la Covid ait retardé l'adoption du texte du 15 septembre 2021, ça a été aussi une source d'inspiration pour notre droit, puisque ça a permis d'œuvrer au renfort de la prévention des difficultés, à l'accélération du traitement et au rebond du débiteur défaillant. L'analyse proposée par le professeur Ouin-Bressan nous invitera alors à réfléchir sur l'opportunité de leur intégration, si elles auraient pu être encore plus améliorées ou, à l'inverse, cela peut-être nous amènera à regretter que d'autres n'aient pas été à cette occasion introduites dans le droit. Ensuite, ça sera au tour de Pierre Cagnoli, professeur à l'Université de Nice, et avec qui j'ai la chance de partager la co-direction de la lettre d'actualité des procédures collectives. Également avec Florence Reim, maître de conférence à l'Université de Toulon, et qui compose avec moi depuis plusieurs années le jury d'examen des mandataires judiciaires au CNAMJ. Deux sudistes donc, qui n'ont pas eu froid aux yeux de venir traiter ici dans le Grand Nord des modifications relatives aux sûretés. Si nous évoquions tout à l'heure le contexte d'adoption de la réforme à propos du Covid, il faut souligner une autre de ses particularités. Puisque le 15 septembre, ce n'est pas une, mais deux ordonnances qui ont été adoptées concomitamment. En effet, l'ordonnance 192, qui précède l'ordonnance 193, porte une réforme d'ampleur du droit des sûretés. Et il y avait là un défi à relever par l'entrecroisement de deux réformes, ce qui, pour reprendre la formule de M. Rossi, relevait de l'horlogerie. Sans entrer dans le détail de l'ordonnance relative aux sûretés, il s'agira de mettre en lumière les nouveautés qui ont un impact en droit des entreprises en difficulté. Et plus précisément, le professeur Cagnoli s'intéressera aux modifications relatives au livre 6 à propos des sûretés réelles et personnelles, réservant l'analyse à propos du fonctionnement à Madame Reim. La question se pose alors si l'équilibre et la protection des créanciers munis de sûreté et des garants sont bien atteints. Enfin, et toujours sur cette même ligne de la réforme, le professeur Bovillet, dont j'ai l'honneur d'avoir été étudiante à l'Université de Lille, portera son regard sur les nullités de la période suspecte. Il ouvrira la réflexion notamment sur le sort de l'hypothèque légale ou conventionnelle, ou encore sur la constitution ou substitution de nouveaux gages durant cette période de procédure, cette période pré-procédure collective. Il s'intéressera également à la réécriture de l'article L. 642-12 du Code de commerce relatif au transfert de la charge des sûretés dans le cadre de la cession d'entreprise. Et il rappellera à cette occasion l'opposition doctrinale qui était née de la réforme de 2005 sur les incidences de la déclaration du créancier. C'est donc riche de ces réflexions que nous repartirons pour peut-être amener d'autres interrogations. Maintenant, je vous cède la parole. Merci à vous. Remercier très chaleureusement Madame Bertille Gandour, Monsieur Denis Voineau, tous les deux,
de m'avoir permis de participer à cette belle manifestation. C'est un vrai plaisir pour moi. Je suis ravie d'être ici, de venir à Lille, de rencontrer les praticiens de la place, de rencontrer les étudiants de la faculté, de retrouver mes collègues. Il ne me restera plus que de découvrir la faculté de droit de Lille, mais j'y vois là finalement le meilleur des prétextes pour revenir très bientôt. Alors, je vais vous parler de la question de la pérennisation des mesures Covid, une question qui peut paraître au premier abord assez secondaire, assez accessoire par rapport à toutes les avancées, à toutes les nouveautés qui structurent l'ordonnance du 15 septembre et dont Madame Gandour vient de nous présenter des aspects assez importants, assez significatifs. La question de la pérennisation des mesures Covid semble évidemment du coup un petit peu subsidiaire, et en même temps on s'aperçoit très vite qu'elle a été malgré tout, elle a fait partie des préoccupations des pouvoirs publics, c'est très net. Puisque on le voit déjà à travers le rapport qui a été remis au président de la République au moment donc, où a été adoptée cette ordonnance du 15 septembre. On le voit par le nombre de références qui est faite en fait, à l'ordonnance du 20 mai 2020. Et on comprend bien sûr cette préoccupation qui a été de tirer parti de ces premières ordonnances adoptées en pleine période de crise, puisque finalement, c'est deux réformes qui ont dû être menées simultanément de front. Une réforme qui se voulait provisoire pour gérer une phase critique, une phase à traverser, et puis une réforme beaucoup plus profonde, réfléchie, sur laquelle il est débattu déjà depuis plusieurs années. Donc l'idée, c'était bien sûr de tirer parti de ces réflexions menées simultanément et de les croiser. Et on le voit bien aussi à travers les différentes tables rondes, les webinaires, les publications qui ont eu lieu sur cette question de la pérennisation des mesures Covid, qui ont donc un petit peu permis de nourrir le débat et qui se sont donc enchaînés sur la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021. Alors la question appelle, à mon sens, deux observations préalables. D'un point de vue purement technique, je me suis demandé si on n'aurait pas pu avoir des difficultés à envisager tout simplement cette pérennisation de certaines dispositions adoptées dans le cadre de la crise sanitaire, dans la mesure où l'ordonnance du 15 septembre a été prise à partir d'une loi d'habilitation qui date de 2009, qui est donc antérieure à la crise et qui donc par définition ne pouvait pas du tout anticiper et prévoir ce qui allait nous attendre et ce qui allait attendre les entreprises pendant cette phase exceptionnelle de ralentissement économique. Alors je pense que c'est un faux problème, mais c'est un faux problème parce que a été fait le choix, et ça a déjà été dit tout à l'heure à plusieurs reprises, d'opérer une transposition à minima de la directive. Ce qui laisse forcément une marge de manœuvre importante. Et on sait bien que l'idée n'était pas d'abandonner finalement tout notre droit positif, des procédures collectives, et de conserver l'existant, de conserver ce que l'on savait déjà fonctionner. Et c'est donc vraiment dans la perspective d'essayer d'améliorer finalement cet existant que pouvaient être prises en considération les textes déjà adoptés dans le cadre de la crise sanitaire. La seconde observation que je voulais faire en guise d'introduction, c'est que cette question de savoir si l'on devait pérenniser ou pas les mesures provisoires ne pouvait se poser qu'à partir du potentiel susceptible d'apporter ces mesures et non pas à partir de leur performance effective, parce que ça a été dit aussi tout à l'heure.
beaucoup moins de procédures collectives ont été ouvertes au cours des derniers mois, et finalement on a donc peu de recul sur l'efficacité et la pertinence concrète en fait de ces dispositions adoptées dans le cadre des mesures Covid. Donc j'imagine que la pérennisation de ces mesures a été envisagée un petit peu comme on a réfléchi sur l'adoption des autres textes qui ont construit l'ordonnance du 15 septembre. Alors il reste à partir de là à identifier le critère qui doit servir de sélection entre les mesures à abandonner, les mesures à conserver. Je pense que ce critère, il se dégage assez facilement. Finalement, il s'agit de se demander dans quelle mesure les dispositions adoptées pour répondre à la crise pouvaient présenter une utilité en dehors de cette période exceptionnelle de crise, donc dans un contexte d'ouverture de procédures collectives plus classiques. Donc ça permet de distinguer les mesures abandonnées, des mesures qui méritaient d'être pérennisées. Mais il me semble que les réflexions doivent aller au-delà de ce clivage. Il faut aussi prendre en compte certains textes sur lesquels on ne s'est pas encore prononcé sur la pertinence d'un maintien, d'une pérennisation. Et je pense donc au-delà des ordonnances des mois de mars et des mois de mai 2020, je pense à la loi du 31 mai 2021 dont M. Rossi parlait en toute fin d'échange tout à l'heure. Cette loi donc, qui est venue proposer une nouvelle procédure de sortie de crise, donc un nouvel outil dans l'ensemble de la boîte des outils mis à notre disposition. Et c'est donc dans un troisième temps que nous pourrions envisager donc, les mesures pérennisables à partir de cette loi. Alors quelques mots, mais rapidement d'abord sur donc, les mesures abandonnées. Les mesures abandonnées correspondent très largement aux dispositions qui ont été adoptées pour répondre spécifiquement aux difficultés que soulevait le ralentissement de l'activité, voire la disparition, l'arrêt total de toute activité, et qui ont consisté finalement à adapter le rythme des procédures collectives sur ce ralentissement, à faire coïncider un petit peu le rythme des procédures collectives au rythme de l'activité. Donc je pense à toutes les mesures qui ont conduit à un ralentissement des procédures collectives. Donc ont été du coup naturellement abandonnées d'abord l'ensemble des dispositions qui concernent l'ordonnance du 27 mars 2020. Cela paraissait assez logique. Alors très rapidement, je vous rappelle que cette ordonnance avait gelé l'appréciation de l'état de cessation des paiements à compter de la date du 12 mars 2020. Elle avait prolongé, ça a été dit tout à l'heure, la durée de conciliation de 5 mois. Elle permettait également aux organes de la procédure collective de prolonger la durée de vérification du passif et d'admission donc des créances. Elle prévoyait également une prolongation des plans de cession selon diverses mesures. Donc, l'ensemble de ces textes qui ralentissaient et rallongeaient les procédures n'ont pas vocation, a priori, à perdurer dans un contexte plus classique, d'autant plus qu'elles, finalement, sont des dispositions qui vont à rebours de l'objectif d'accélération et d'efficacité des procédures que l'on cherchait à atteindre à travers la transposition de la directive. Et dans le même ordre d'idées, puisque la finalité était la même, 2 dispositions de l'ordonnance du 20 mai 2020 n'ont pas été donc pérennisées pour la même raison. Il s'agit de 2 textes inclus dans l'article 5 de cette ordonnance qui prévoyait la prolongation de 2 ans de la durée du plan de sauvegarde ou de redressement,
Alors, soit que cette prolongation ait été demandée par le ministère public ou le commissaire à l'exécution du plan, soit que la prolongation ait été déclarée automatique à la suite d'une modification substantielle du plan. Finalement, sur l'ensemble de ces dispositions, il me semble qu'une seule a donné lieu à discussion sur le point de savoir s'il fallait pérenniser ou pas le texte. C'est celui de la prolongation de la durée de la conciliation. On en a parlé tout à l'heure, sachant que, de manière générale, l'opinion générale était quand même de dire qu'un allongement de la phase de négociation risquait de desservir malgré tout les négociations et donc ne pas faciliter l'obtention d'un accord permettant aux entreprises de sortir rapidement de leur situation de crise. Donc a priori, la solution semblait quand même, dans l'ensemble, plutôt faire consensus. Alors, parmi les mesures abandonnées, je voudrais juste faire une mention particulière d'une mesure qui se distingue des précédentes. Il s'agit de l'article 7 de l'ordonnance du 20 mai 2020 qui concerne la possibilité pour le dirigeant de présenter une offre de reprise de sa propre entreprise. Donc là, on est sur une situation un peu différente. Cette possibilité qui avait été reconnue aux dirigeants s'expliquait vraiment par un contexte conjoncturel et par le fait que les difficultés traversées étaient des difficultés subies à l'origine, dont le dirigeant n'était pas à l'origine. Son maintien aurait peut-être pu être envisagé parce qu'il a quand même été défendu l'idée que cette offre de reprise restait contrôlée, que le ministère public conservait un rôle, certes après coup et non pas en amont pour procéder à la requête et donc suggérer une telle offre. On ne peut pas non plus considérer, si vous voulez, que cet article 7 avait révolutionné totalement la matière, mais on sait aussi qu'elle a soulevé beaucoup de discussions, de débats, que beaucoup de réticences se sont quand même cristallisées autour de cette disposition, parce qu'on ne peut pas quand même s'empêcher de penser que c'est un moyen pour le débiteur de se libérer d'une partie de son passif assez simplement, et on peut toujours craindre aussi que s'il y a des offres concurrentes, eh bien, une priorité, une sorte de privilège pourrait être apporté aux débiteurs par rapport aux offres proposées par des tiers. Donc, cette disposition, finalement, elle n'a pas été prolongée au-delà du 31 décembre par la loi ASAP, et à partir de là, on pouvait se douter qu'elle ne serait pas pérennisée dans le cadre de l'ordonnance du 15 septembre. Alors précisément, quelles sont les mesures pérennisées ? Eh bien, les mesures pérennisées, ce sont celles qui ont été prolongées dans le cadre de la loi du 7 décembre 2020, de la loi ASAP. Ce sont donc les 6 premiers articles, ou pratiquement dans leur totalité, avec quelques réserves, de l'ordonnance du 20 mai 2020. Et ces mesures ont été pérennisées parce qu'on voit bien qu'elles répondent finalement aux mêmes objectifs que la directive. Elles pouvaient donc assez aisément s'inscrire dans la réforme qui était attendue. Elles répondent aux mêmes objectifs parce que beaucoup cherchent à accélérer et à rendre plus efficaces les procédures, et puis certaines répondent à cet objectif de favoriser le rebond des entrepreneurs, donc des entrepreneurs individuels, donc des débiteurs personnes physiques. Alors, je vais essayer de les reprendre, mais évidemment rapidement pour pas trop déborder. Alors, parmi les mesures qui renforcent l'efficacité des procédures, certaines concernent les procédures préventives, d'autres concernent le plan. Donc, au niveau des procédures préventives, il y a 2 textes significatifs à signaler. L'article 1er de l'ordonnance du 20 mai 2020, dont on a déjà parlé, donc je n'insiste pas trop, mais qui était essentiel parce que donc
Il a favorisé les procédures d'alerte en permettant au commissaire aux comptes donc, de pouvoir informer le président du tribunal de commerce dès la première information faite aux dirigeants. Donc on a dit déjà, cela favorise bien sûr le traitement précoce des entreprises en difficulté. Et sa pérennisation était préconisée par le rapport Richelme. Et donc finalement, il n'est pas étonnant que la règle ait été reprise in extenso dans le cadre de l'ordonnance du 15 septembre. Le deuxième texte qui concerne les procédures préventives concerne l'article 2 de l'ordonnance relatif donc aux procédures de conciliation. Et M. Kuhn-Rossi nous en a parlé tout à l'heure. Il s'agit de la possibilité pour le débiteur de demander, grâce à des délais de grâce, que soit interrompues, soit suspendues les poursuites ou les voies d'exécution exercées par un créancier à qui le conciliateur aurait demandé une suspension d'exigibilité de sa créance. Donc cette mesure est intéressante parce qu'elle rééquilibre les rapports de force. Donc elle va favoriser la négociation d'un accord, et donc sa pérennisation semblait assez utile, même si certains ont craint que l'on puisse voir dans ce texte une sorte de mélange des genres entre les procédures, une sorte de dénaturation de la conciliation, ce qui ne me semble pas le cas personnellement, dans la mesure où on reste sur une disposition qui est ponctuelle, qui n'est ni générale, ni automatique, comme c'est le cas en sauvegarde ou en redressement. À chaque fois, c'est du cas par cas, c'est créancier par créancier que devrait s'apprécier la question de savoir si le débiteur doit bénéficier d'un délai de grâce. Concernant les plans, là aussi, deux dispositions issues de l'ordonnance du 20 mai 2020 sont reprises parce qu'elles vont favoriser l'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement. Alors, il s'agit d'abord de l'article 4 de l'ordonnance du 20 mai 2020 qui concerne le passif sur la base duquel le plan de sauvegarde ou de redressement doit être élaboré. Puis ce texte a allégé ou facilité finalement l'établissement de ce passif en permettant l'élaboration du plan sur la base d'un passif simplement vraisemblable, c'est-à-dire correspondant aux créances admises ou non contestées, ainsi qu'aux créances dont le délai de déclaration n'est pas encore expiré, mais qui sont identifiables à partir de la comptabilité du débiteur. Donc c'est une règle qui allait en sens inverse de la jurisprudence retenue et donc depuis un arrêt du 20 mars 2019. Donc c'est une règle qui était vraiment novatrice, mais qui était utile puisqu'elle permettait finalement de déconnecter en quelque sorte la procédure de déclaration et de vérification des créances de la phase d'élaboration du plan, donc de gagner du temps. Et en cela, elle était intéressante, et on comprend donc qu'elle ait été reprise et de cette manière rendue définitive. Alors là encore, des discussions, des réflexions subsistent, notamment sur le sort du passif qui pourrait apparaître en cours d'exécution du plan, puisqu'à par définition, on va élaborer un plan à partir d'un passif seulement estimé. Maintenant, peut-être faut-il faire confiance aux professionnels, aux praticiens qui ont certainement aussi l'expérience pour pouvoir évaluer le passif et avoir une idée assez précise du passif qui devra être pris en considération dans le cadre du plan, avec peut-être une petite marge de manœuvre dans cette évaluation, de manière à prendre en compte des contestations qui pourraient donner lieu à une satisfaction pour certains créanciers, donc qui auraient, dont la déclaration n'aurait pas été dans un premier temps admise. On imagine assez bien qu'en pratique, il y a matière à éviter au maximum, en tout cas, ces risques de difficultés, et que la mesure est donc intéressante dans la mesure où elle permet d'avancer plus vite sur la question de l'élaboration du plan.
Toujours concernant les plans, il faut aussi évoquer l'article 5 de l'ordonnance du 20 mai 2020 qui concerne les modalités de consultation des créanciers en cas de modification substantielle du plan portant sur les modalités d'apurement du passif. Donc, l'ordonnance du 15 septembre, en reprenant le texte de l'ordonnance du 20 mai, est venue confirmer ce qui était très attendu, que les créanciers doivent être consultés en phase de modification du plan. Et elle a retenu aussi ce qui était souhaité par certains, que le silence conservé par le créancier pendant le délai qui leur était laissé pour se manifester puisse emporter donc acceptation au moins des délais, des nouveaux délais négociés dans le cadre de cette modification. Alors là, tout n'est pas encore forcément achevé dans cette réforme, parce qu'on constate quand même des différences dans les procédures de consultation des créanciers au stade de l'élaboration du plan et au stade de la modification du plan. Est-ce que ces différences sur les délais de consultation, sur la portée du silence aussi, attachés aux créanciers, sont justifiées? En tout cas, peut-être que cette absence d'unité fait perdre un petit peu à la réglementation une part de sa lisibilité. Toujours parmi les mesures adoptées, il faut également dire, adoptées, donc pérennisées, il faut également dire un mot sur les mesures qui favorisent le rebond du débiteur. Donc, il s'agit là d'évoquer l'article 6 de l'ordonnance, de l'ordonnance du 20 mai 2020, qui a modifié les seuils d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de la procédure de rétablissement professionnel. Ces modifications ont été reprises, elles ont même été renforcées à l'occasion de l'ordonnance du 15 septembre. Donc, très brièvement, pour les seuils d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, lorsque le débiteur est une personne physique, sur les 3 conditions normalement posées, une seule subsiste, qui est que le débiteur ne doit pas détenir de biens immobiliers. Et pour la procédure de rétablissement personnel, eh bien, l'évolution, l'avancée a été opérée au niveau du seuil maximum que doit représenter l'actif du débiteur, seuil qui a été donc remonté à 15 000 € alors qu'il était initialement à 5 000 €. Alors ces dernières dispositions, je trouve, sont quand même sont très révélatrices de l'imbrication, à mon sens, des réflexions qui ont dû avoir lieu à la fois donc sur ces mesures transitoires adoptées dans le cadre de la crise sanitaire et puis sur ces mesures attendues et qui devaient être mises en place dans le cadre de la transposition de la directive. Et j'irai même plus loin, on a le sentiment que certaines dispositions de l'ordonnance du 20 mai 2020 a en fait pris les devants, a en fait anticipé la réforme qui devait avoir lieu, qui a été adoptée en avril, et que donc finalement ce n'est pas vraiment une pérennisation qui est opérée, puisque les textes ou le maintien des textes était certainement acquis d'avance. Et je pense, le sujet va nous être développé dans quelques instants, je pense donc en particulier au nouveau privilège qui est reconnu au profit des créanciers qui accordent un nouvel apport en trésorerie aux débiteurs, soit en période d'observation, soit pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde et de redressement. Et puis, je pense aussi qu'il en a été de même pour l'article 3 de l'ordonnance du 20 mai 2020 qui concerne la levée des seuils d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée. Parce que cette procédure, jusqu'ici, était peu utilisée en pratique,
on imagine mal en quoi elle aurait pu être plus utile, plus pratiquée, plus utilisée dans le cadre de la crise sanitaire. Donc à mon sens, si on a levé les seuils de cette procédure pour faciliter son accès, c'est qu'on savait déjà, ou j'imagine qu'il y avait déjà en tête l'idée d'en faire le fameux cadre de restructuration préventive qui était demandé par la directive insolvabilité. Alors, il nous reste à nous interroger sur les mesures encore pérennisables, et notamment à partir donc, de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui donc, a mis en place une nouvelle procédure de traitement qui s'adresse surtout aux petites entreprises. Alors, je ne pense pas que la loi prise dans sa globalité ait vocation à être pérennisée parce qu'on sait qu'elle répond à une situation bien précise. Il s'agit de permettre aux entreprises qui étaient saines avant la période de pandémie de pouvoir s'en sortir le plus vite possible, de rebondir et de ne pas avoir à supporter trop longtemps, trop lourdement le passif attaché à la crise. Mais peut-être que prises isolément, certaines mesures adoptées dans le cadre de cette loi mériterait attention et peut-être qu'on pourrait donc penser ou y repenser lorsqu'il s'agira d'envisager de nouvelles réformes. Et donc je pense notamment parmi ces mesures à la possibilité d'élaborer un plan de redressement sans procédure préalable de déclaration ou de vérification des créances déclarées, et donc à mettre en place un plan de redressement sur la seule base du passif déterminé par le débiteur. Alors évidemment, en disant ça, j'imagine que je vais choquer, voire surprendre, parce que c'est attaquer quand même une des règles emblématiques de notre droit des procédures collectives, que cette fameuse procédure de déclaration des créances. Et pourtant, si on regarde de plus près, on s'aperçoit quand même que la réglementation a déjà un peu évolué en la matière. Elle a évolué, ne serait-ce qu'avec l'ordonnance du 12 mars 2014, qui, à mon sens, a déjà opéré une sorte de passation de pouvoir des créanciers vers le débiteur, en prévoyant donc que le débiteur qui porte une créance à la connaissance du mandataire est présumé avoir agi pour le compte du créancier. Et puis, il me semble que l'ordonnance du 15 septembre qui vient d'être adoptée va un petit peu dans le même sens lorsqu'elle permet la possibilité d'élaborer un plan de redressement ou de sauvegarde à partir d'un passif seulement évalué et non pas à partir de la détermination d'un passif définitif, puisqu'on voit bien qu'à ce moment-là, on arrive à déconnecter la question des déclarations de créances de celle de l'identification des mesures de restructuration envisageables. Donc je pense que la réflexion est intéressante et que cette idée peut-être d'attacher, alors peut-être pas d'abandonner complètement la procédure de déclaration des créances, mais trouver une solution pour qu'elle ait moins d'importance, moins d'impact, à mon sens présenterait plusieurs avantages. D'abord, il y aurait moins de contentieux autour de cette déclaration de créances qui vraiment soulève un nombre de conflits souvent excessifs et quand même assez injustes. Surtout lorsqu'il s'agit de critiquer la régularité des déclarations de créances. Je pense aussi que ce serait peut-être une plus grande marque de confiance adressée aux débiteurs que de les associer à l'évaluation ou à l'appréciation de la situation de leur entreprise. Ce serait peut-être une manière aussi de les responsabiliser. Et il me semble enfin, même si c'est moins important, mais il me semble enfin que cela serait l'occasion de redonner l'importance à la comptabilité et aux documents comptables, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, notamment chez les petites, les moyennes entreprises, la comptabilité est mal tenue, voire pas tenue. Et pourtant, la comptabilité, d'abord, c'est une obligation légale qui est prévue dans le Code de commerce, et c'est quand même un outil de bonne gestion, on le sait, et c'est dommage de ne pas plus s'appuyer finalement sur ces outils, ou d'inciter finalement, il me semble, à utiliser donc ces informations, et d'inciter le débiteur à utiliser ces informations pour évaluer la situation de son entreprise. Alors bien sûr, ce ne sont que des réflexions que je vous soumets, des garde-fous seraient nécessaires, et il y aurait bien sûr des risques, et notamment le risque que
le chef d'entreprise omette de parler d'un créancier, de désigner une créance, ne serait-ce que pour le favoriser et lui permettre d'échapper, bien sûr, à l'effet collectif de la procédure et du plan. Les obstacles sont nombreux. Et je dois être honnête, l'ordonnance du 15 septembre va aussi un petit peu à rebours de ce mouvement, de cette idée, dans la mesure où elle aggrave l'obligation de déclaration, notamment des sûretés, pas des créances, mais des sûretés, puisque avec l'ordonnance du 15 septembre et puis donc son décret d'application, désormais, pour ce qui concerne les sûretés, il faut déclarer, donc non seulement il faut identifier la nature de la sûreté, mais il faut également donner son assiette, s'il s'agit d'une sûreté réelle, indiquer sa date, mentionner tous les éléments de nature à prouver son existence. Si elle n'est pas publiée, donc on voit bien que la déclaration des créances est en fait plutôt renforcée. Alors du coup, je m'arrêterai sur une dernière piste. Allons-y, pourquoi pas? À ce moment-là, ne pourrait-on pas dissocier la question de la déclaration de la créance, la question de la déclaration des sûretés, en partant du principe que c'est au débiteur d'évaluer son passif en premier. En revanche, c'est quand même bien aux créanciers de défendre leurs intérêts lorsqu'ils veulent être payés prioritairement. Donc, ça aurait peut-être du sens de répartir les tâches de cette manière. Accessoirement, ça réglerait la question de notre caution réel, qui n'est pas un créancier, mais qui est titulaire d'une sûreté à faire valoir dans le cadre de la procédure collective. Mais ça reste accessoire. Mais c'est une manière d'opérer une transition vers le droit des sûretés pour pouvoir passer la parole à mes collègues. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, et avant toute autre chose, j'adresse bien sûr tous mes remerciements à Denis Boileau et à Bercy Gandour pour leur très aimable invitation qui me fait très plaisir. Alors, dans ces quelques minutes, je voudrais vous livrer quelques réflexions alors sur des aspects de droit des sûretés et plus spécialement sur les modifications qui sont apportées aux dispositions du livre 6 concernant les sûretés. Donc ce ne sont pas sans doute les dispositions les plus spectaculaires, certainement, mais en revanche, ce sont des dispositions qui concernent toutes les procédures collectives. Et pour cette seule raison, eh bien, je pense qu'il faut en dire quelques mots. J'aurai trois séries d'observations en réalité à formuler. La première série d'observations se portera sur le privilège de post-monnaie, ou privilège d'argent frais pour l'exécution ou la modification du plan. La deuxième série d'observations concernera le classement nouveau, on verra s'il est si nouveau que cela pour les créanciers dans le cadre de la liquidation judiciaire. Et puis j'aurai enfin quelques observations sur les modifications concernant les garants. D'abord sur ce privilège d'argent frais pour l'exécution ou la modification des plans. La question que je me suis posée, c'est la suivante. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'un privilège nouveau? Ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une adaptation d'un privilège qui existe déjà et qu'on connaît bien, le privilège de la procédure collective? Alors, pour essayer de répondre à cette question, il faut bien sûr partir des textes, et notamment de l'article 622-17 tel qu'il est modifié. Le texte distingue maintenant, on le sait, les créances qui résultent d'un nouvel apport en trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure. Et, autre catégorie, les créances résultant de l'exécution des contrats en cours, poursuivis conformément au régime des contrats en cours, et dont le concontractant accepte de recevoir un paiement différé. Les premières, donc, vont profiter du rang numéro 2, dans le classement interne des créances postérieures privilégiées. Tandis que les secondes vont profiter du rang 3. Alors que jusqu'alors, elles avaient finalement le même rang, ces créances-là. Ces créances, comme le passé, vont supposer, pour que le privilège soit accordé, d'un contrôle, vont impliquer un contrôle du juge-commissaire. C'est pas tout, bien sûr. Ce privilège d'argent frais, de procédure collective, donc, il profite également maintenant à celui qui s'engage donc à effectuer des apports en trésorerie
pour l'exécution du plan. Les textes nous disent également que le projet de plan, comme le plan lui-même, mentionne ces engagements. Et donc, si on analyse, on parle donc d'un engagement qui est pris en période d'observation, mais qui va être concrétisé par un apport en trésorerie qui, lui, sera effectué une fois le plan adopté. Et seulement si le plan est adopté. Et là, je pense qu'on a la véritable innovation, parce que, compte tenu du critère matériel qu'on connaît habituellement pour la date de naissance des créances, on peut certainement voir dans ces créances-là des créances qui sont nées donc pendant l'exécution du plan. Alors, ici, bien sûr, il n'y a pas d'allusion qui serait faite à l'autorisation du juge commissaire. En revanche, c'est le tribunal qui arrête le plan. C'est le tribunal qui arrête le plan, et c'est le tribunal qui pourrait estimer ce plan non viable, et bien précisément en raison de l'impossibilité d'honorer à la fois les créances antérieures soumises au plan et le remboursement de cet apport d'argent frais. Ce n'est pas inconcevable. De la même façon, si on institue des classes de parties affectées, eh bien ces classes de parties affectées vont être invitées également à voter sur ces apports. Et en cas d'adoption des plans par les classes de parties affectées, le tribunal également aura à homologuer le plan et vérifiera donc que ces nouveaux apports, ces nouveaux financements ne portent pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Donc on le voit, il y a bien un contrôle là encore. Et puis enfin, pour terminer sur ce privilège, il va profiter également à celui qui va effectuer un tel apport d'argent frais dans le cadre d'une modification du plan. Je vais juste préciser que les associés ou actionnaires, eux, ne pourront pas en bénéficier. Et il profitera également, ce privilège, à celui qui s'engage à effectuer un tel apport pour le maintien exceptionnel de l'activité en liquidation judiciaire. Alors, ce qui me pose question dans toutes ces situations nouvelles, c'est une précision. La précision selon laquelle, je cite, les créances qui sont garanties par le deuxièmement du grand 3 de l'article L622-17 et de l'article L626-10. Ces créances-là ne peuvent faire l'objet de délais ou de remises que le créancier donc n'aurait pas accepté. Donc une précision qui est fournie par l'article L626-20 dans sa nouvelle rédaction. Alors, cette précision, elle m'interpelle, pourquoi ? Parce que ce texte ne visait jusqu'à présent que des créances antérieures. Et je me pose la question de son utilité. Est-ce qu'on serait en présence d'un privilège nouveau ? D'un privilège nouveau qui offrirait finalement le rang des créances postérieures privilégiées, donc un rang favorable, mais qui serait soumis à certaines règles de la discipline collective. Je pose la question parce que sinon on voit mal l'utilité de préciser que précisément il y a une règle de cette discipline collective qui ne s'applique pas, à savoir le fait de pouvoir imposer des délais de paiement. Donc, quelle est l'utilité de cette précision ? Alors, en essayant de réfléchir à cette question, il me semble que pour ce qui est du privilège d'argent frais promis pour le maintien de l'activité en période d'observation, je pense que la précision n'est pas utile, honnêtement, parce qu'on parle de créances postérieures privilégiées qui échappent à la discipline collective et qui profitent par principe d'un droit au paiement à l'échéance. Donc, ça me semblait suffisant. Qu'en est-il pour le privilège d'argent frais pour l'exécution ou la modification du plan ? Quand on regarde les renvois qui sont faits par les textes, eh bien, on observe que ces renvois ne sont faits qu'au rang des créances postérieures privilégiées. Ils ne sont pas faits, finalement, au droit au paiement à l'échéance. Alors, est-ce que c'est une nouvelle forme de privilège ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour ma part, j'ai surtout l'impression qu'il faut y voir une autre façon, finalement, d'exprimer, pour ce privilège d'argent frais pour l'exécution du plan, une autre façon d'exprimer le droit au paiement à l'échéance sans qu'il y ait cette fois-ci de redondance. Il me semble qu'on reste dans un privilège finalement connu, c'est le privilège de la procédure collective qui profite maintenant en revanche à certaines des créances nées pendant l'exécution du plan. C'est comme ça que pour ma part je comprends les choses. En
revanche, cette formule elle a peut-être également un autre intérêt, c'est peut-être d'imaginer qu'il puisse y avoir un dialogue entre celui qui s'engage à apporter de l'argent frais pour l'exécution des plans et les organes qui vont avoir à arrêter le plan. Et ces organes pourraient n'accepter d'arrêter le plan que si, par exemple, le prometteur d'argent frais accepte de n'être remboursé qu'à une échéance plus lointaine que ce qu'il avait initialement envisagé de réclamer. Ça, c'est ma première interrogation sur ce privilège. La deuxième interrogation porte sur la pertinence de ce nouveau privilège, ou de l'extension du privilège de la procédure collective, si c'est cette analyse qu'on retient. Ce que j'observe, c'est que les partenaires habituels de notre débiteur sous procédure collective, les partenaires habituels dont les contrats vont être poursuivis et qui vont avoir accepté un différé de paiement, eh bien, ils voient leur rang finalement rétrogradé par rapport à ce qu'ils connaissaient auparavant. Un rang rétrogradé par rapport à ces nouveaux créanciers qu'ils n'imaginent pas forcément. Ce sont ces créanciers qui vont fournir de l'argent frais pour l'exécution du plan, voire pour la modification du plan. Donc des efforts qui seront peut-être déçus alors même qu'ils avaient reçu finalement l'onction du juge commissaire. Et il en ira de même également de tous les partenaires nouveaux qu'on voudrait essayer de solliciter, les partenaires à qui on souhaite qu'ils fournissent des prestations en nature et qu'on voudrait solliciter en tant que nouveaux partenaires au cours de la période d'observation. Et donc, c'est vrai qu'au total, j'ai un petit peu le sentiment que excusez-moi l'expression, mais cette carotte du privilège de la procédure collective, elle sera peut-être beaucoup moins attractive qu'elle ne l'était par le passé. Et je me demande, c'est une interrogation, s'il n'y aura pas ici un effet quelque peu contre-productif. On verra ce que l'avenir le dira sur ce point. Au fond, l'idée est simple, trop de privilèges tue le privilège, donc c'est pas impossible qu'on ait cet inconvénient-là. Ma deuxième série de questions, elle porte sur le paiement des créanciers en liquidation judiciaire, à propos de réalisation donc isolée. On sait, maintenant on a l'article 643-8 du Code de commerce qui a été retouché et qui fixe donc la hiérarchie donc, des droits de préférence lorsqu'on a des réalisations isolées en liquidation judiciaire ou en période d'observation suivie de liquidation judiciaire. Le texte nouveau donc réserve, et ça me paraît extrêmement bienvenu, les éventuels droits de rétention ou encore les droits des propriétaires. Quand on relit le rapport de présentation de l'ordonnance, eh bien on observe qu'il est indiqué que le texte ne modifie pas sensiblement l'ordre existant entre les différents droits de préférence. Et en revanche, il répond à un besoin de clarification. Pour ce qui est du classement des droits de préférence, c'est tout à fait exact. En revanche, il y a quand même une modification qui est importante dans l'article 643-8, c'est que le texte ne fait plus du tout allusion aux sommes qui doivent être distraites avant toute répartition. Et ce mécanisme de distraction, eh bien, pris en lui-même, il était évidemment susceptible de plusieurs interprétations, mais on sait qu'il était fréquemment utilisé par les mandataires de justice, et notamment par les liquidateurs, pour essayer d'obtenir le paiement de leurs prestations, le paiement de leur rémunération, avant toute répartition. Et donc, notamment, on l'aura compris, avant le super privilège des salariés. Donc, la Cour d'organisation, pour sa part, avait adopté un arrêt en 2014. Elle avait simplement indiqué que ce mécanisme de distraction des frais dépend de la liquidation judiciaire. Ce mécanisme de distraction ne pouvait pas concerner l'ensemble des frais de justice postérieurs à l'ouverture de la procédure collective. Mais elle n'en disait pas plus, elle ne disait pas quels étaient ces frais pouvant profiter du mécanisme de distraction. Donc, ici, les choses sont plus claires. Disparaît donc ce mécanisme de distraction avant répartition. Et la logique qui est retenue, finalement, c'est une logique exclusivement consistant à raisonner en termes de droits de préférence, de hiérarchie des droits de préférence. Et il me semble que cette fois-ci,
l'AGS sort vainqueur grâce à son super privilège par rapport aux frais de justice postérieurs. Alors, simplement, je crois que tout n'est pas réglé, puisque on va rebondir, je pense, sur un autre terrain, c'est celui de l'exigibilité des créances. Quand on relit le nouveau texte, eh bien, on comprend que les frais de justice postérieurs ne subissent la primauté du superprivilège que s'ils sont restés impayés à l'échéance. C'est comme ça que je comprends les textes. Et c'est vrai que le droit au paiement à l'échéance, eh bien, on a vu dans d'autres contextes, il est de nature à court-circuiter finalement d'autres droits de préférence qui sont potentiellement mieux placés. Donc est-ce qu'on va être amené à s'interroger sur la date d'exigibilité des créances dues aux mandataires de justice? Alors, c'est pas impossible. À ce sujet, on se rappellera que la rémunération des mandataires de justice, eh bien, elle doit être acquise, c'est-à-dire née, avant d'être arrêtée par le président du tribunal. Arrêtée, c'est-à-dire rendue exigible finalement. Bon, pourquoi pas, mais l'AGS aussi pourra faire valoir, en tous les cas pour ce qui est de son super privilège, qu'elle a peut-être également un droit à un paiement extrêmement rapide. Il suffit d'observer qu'elle est subrogée dans les droits des salariés, subrogée dans le super privilège, mais subrogée également dans le droit au paiement, sur les premières rentrées de fonds. Donc tout n'est pas réglé, loin s'en faut. On a une précision, en revanche, nouvelle du texte, précision selon laquelle la part qui correspond aux frais de justice prévisibles est mise en réserve. Est-ce que c'est favorable aux professionnels du mandat de justice? Je ne sais pas, parce que si on met en réserve, il me semble que ça ne préjuge pas du classement éventuel d'éventuels créanciers qui sont restés impayés, je pense donc là encore à l'AGS. Dernière série d'observations, ce sera sur les sûretés personnelles. On a un certain nombre d'ajustements qui me paraissent extrêmement bienvenus en la matière. Je pense par exemple à la précision selon laquelle eh bien, le juge-commissaire pourra rendre une ordonnance d'irrecevabilité de la créance qui n'équivaudra plus à un rejet de la créance déclarée, comme la jurisprudence le décidait, et donc rejet qui aboutissait à considérer que la créance était éteinte. Et si la créance était éteinte, par voie accessoire, le cautionnement l'était tout autant. Donc cette jurisprudence-là, elle est condamnée. Je trouve que c'est extrêmement bienvenu, parce que, après tout, le juge-commissaire, c'est un juge comme un autre. Il a à statuer sur la recevabilité des prétentions. Peut-être que, pour ce qui est du texte, il y a juste peut-être un petit regret, c'est qu'on n'ait pas posé la même solution pour les décisions du juge-commissaire en tant qu'il statue sur la nullité d'une créance déclarée. Nullité pour remise de fonds, par exemple, pour absence de pouvoir. Est-ce qu'on va retenir la même solution que pour les irrecevabilités? Je pense que ça serait souhaitable. Autre élément qui me paraît extrêmement bienvenu, c'est cette solution selon laquelle on indique que les décisions d'admission au passif ne pourront plus être opposées aux garants si on ne leur a pas notifié, par voie de signification, précise le décret, si on ne leur a pas notifié l'état des créances. Et donc les garants vont recevoir cette notification. Ils auront un mois pour contester la décision d'admission au passif. Quoi qu'il en soit, on ne pourra plus considérer que finalement la créance est incontestable pour eux, alors qu'ils n'auraient pas eu en pratique la possibilité de la contester, ne serait-ce que parce que l'ancien délai était impraticable pour eux. L'ancien délai, un mois à compter de la publication au greffe du dépôt de l'état des créances, un point de départ qui est très souvent occulte pour les garants. Donc, de ce point de vue-là, c'est un réel progrès. En revanche, on a d'autres ajustements sur lesquels, là encore, on peut peut-être davantage s'interroger. Alors, je citerai notamment celui sur les accords de conciliation, puisqu'il est désormais possible aux parties à un accord de conciliation d'aménager les conséquences de l'échec d'un accord de conciliation. Donc, du point de vue des sûretés personnelles, eh bien, ça va permettre, par exemple, eh bien,
l'idée est au fond assez simple. Voilà un créancier qui acceptera de consentir des délais de paiement, des remises, mais à condition que le dirigeant se porte caution de la créance. Bon, qu'est-ce qu'il en était de ces accords-là jusqu'à présent? On sait que la Cour de cassation, en 2019, avait indiqué qu'en cas de procédure collective, l'accord de conciliation se trouvait donc caduc, et que les sûretés personnelles, ou réelles d'ailleurs, que les sûretés consenties en contrepartie des efforts accordés par les créanciers dans le cadre de l'accord, eh bien, ces sûretés-là étaient elles-mêmes anéanties. Donc, la situation maintenant, quelle est-elle? Comme le passé, en cas de procédure collective, l'accord de conciliation donc, tombe, il sera caduc. Les créanciers retrouvent l'intégralité de leur créance, retrouvent la créance à l'échéance telle qu'était initiale, mais en plus, ils vont conserver donc le bénéfice de cette sûreté qui a été consentie dans le cadre de la conciliation. Donc, voilà une solution évidemment qui va rassurer ceux à qui on demande des efforts. En revanche, je m'interroge, est-ce que c'est bien normal finalement d'avoir un créancier qui sort avec une situation plus favorable que celle qu'il avait auparavant? J'en suis pas certain. Et puis, le dernier point sur lequel je serai un petit peu taquin peut-être, c'est la question de l'alignement des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. Je pense aux garants personnes physiques. On sait qu'on avait des différences importantes entre la sauvegarde et le redressement judiciaire s'agissant des garants personnes physiques sur la règle des conséquences d'une non-déclaration dans les délais, sur la règle de l'arrêt du cours des intérêts, ou encore sur le bénéfice des dispositions du plan. Le garant personne physique profitait des dispositions du plan de sauvegarde, mais pas des dispositions du plan de redressement. Donc toute une série d'avantages dont profitait le garant personne physique en sauvegarde, mais pas en redressement. Ces différences-là sont donc anéanties, elles sont supprimées, et on a procédé à un alignement des solutions. Évidemment, c'est plus simple sans doute. En revanche, je m'interroge sur ce choix-là qui a été mûri de longue date, j'en ai conscience, mais il me semble qu'on a quand même perdu ici un des effets incitatifs très puissants quand on pense aux dirigeants caution ou à l'entrepreneur individuel dont le conjoint s'est porté caution. Il y avait quand même auparavant une incitation très puissante à demander le bénéfice de la sauvegarde, autrement dit à anticiper les difficultés plutôt qu'à attendre l'ouverture du redressement judiciaire. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on a perdu en termes d'incitation. On dit qu'il faut inciter à anticiper les difficultés. Je crois qu'ici, c'est un petit peu dommage. C'est plus simple, mais c'est quand même un petit peu regrettable dans mon sens. Voilà, on pourrait encore poursuivre sur bien d'autres points, notamment les sûretés réelles pour autrui, mais je vois que le temps passe et je vais céder la parole. Merci. Bonjour à tous. Théoriquement, c'est l'heure du déjeuner, ce qui rend évidemment l'intervention un peu plus compliquée. Mais on va essayer de faire court de manière à pouvoir ne pas trop grignoter encore sur le temps. Alors, je ne dérogerai pas aux remerciements. Denis et Bertie, merci beaucoup de votre invitation. Non pas que je me soumette à une coutume contraignante, mais ce sont des remerciements sincères et c'est une véritable gratitude, donc prenez-la comme telle. Alors, je voudrais également saluer le courage, voire la témérité de Bertie, lorsque je l'ai eu au téléphone, et qu'elle m'a proposé de me joindre à vous. Courage ou témérité, parce lorsque je lui dis sur quoi est-ce que je devrais intervenir, après avoir posé le cadre, elle m'a dit écoutez, un petit peu sur ce que vous voulez. Alors, évidemment, encore une fois, dans le cadre qui était donné. Alors, courage et témérité, parce que lorsqu'on connaît l'indiscipline légendaire des gens du Sud, commencer à leur laisser la bride sur le cou pour choisir de quoi ils vont parler, c'est assez, je dois dire, audacieux, et c'est un grand risque. Et le risque, je dirais qu'il paraît réalisé parce que dans le cadre d'un colloque relatif à la réforme du droit des entreprises en difficulté, ordonnance numéro 2021
1193, j'ai choisi de vous parler de la réforme des sûretés ordonnance 2021-1192. Voilà. Donc, a priori, je suis là pour confirmer la légende de l'indiscipline des gens du Sud et je suis venue à Lille pour la confirmer. Alors, ne nous fions pas aux apparences parce que la question des sûretés en procédure collective que Pierre a envisagée sous l'angle du livre 6, en réalité, on peut se poser la question de savoir si elle se limite à l'examen de ce livre 6. Et bien évidemment que non. Il y a une réforme des sûretés le 15 septembre 2021 et formellement, elle se divise entre la réforme du Code civil orchestrée par l'ordonnance 1192 et la réforme sur le point des sûretés, mais sur d'autres points aussi, 1193 relative aux droits des entreprises en difficulté. Si bien que, bien entendu, que les dispositions relatives au livre 6 et propres au livre 6 méritent plus d'être étudiées, mais en réalité, on ne peut pas oublier le socle, on ne peut pas oublier le droit commun, parce que chaque fois qu'il n'y aura pas de disposition spéciale, on va avoir recours au droit commun. Donc, c'est ce que je tente de faire, de vous convaincre que je ne suis pas hors sujet, et j'espère que vous en serez convaincus. Alors, et le temps me confirme dans ma démarche, j'ai choisi de ne pas traiter de l'ensemble des sûretés et de leur acclimatation naturelle en procédure collective, mais je vais me concentrer sur une sûreté importante et qui a fait l'objet d'une grande modification dans le cadre de la réforme 1192, on va l'appeler comme ça, c'est le cautionnement. Je me contenterai donc de parler du cautionnement dans le cadre de cette réforme 1192 pour en évaluer l'impact sur un contexte d'entreprise en difficulté. Alors, quel impact de la réforme du cautionnement Code civil 1192 sur le cautionnement dans un contexte livre 6 du Code de commerce? Ils ne sont pas négligeables, ni en quantité, ni en puissance, si je puis dire, potentielle. Et je vous propose d'en prendre quelques exemples significatifs que j'ai choisi de classer par simple commodité de présentation en fonction de l'un ou l'autre de leur caractère. À ce titre, j'évoquerai 3 impacts possibles. Les impacts, entre guillemets, orchestrés, les impacts, entre guillemets encore, naturels, et les impacts incertains. Alors, les impacts orchestrés, de quoi s'agit-il ? Il s'agit des impacts de la réforme 1192 sur le droit des entreprises en difficulté, dont les rédacteurs de l'ordonnance 1193 ont d'ores et déjà tiré les conséquences pour adapter, pour ajuster à ce contexte particulier. On peut citer 2 dispositions à titre d'illustration, mais ce sont des illustrations évidemment très significatives. Prenons d'abord l'article 2309 du Code civil. L'article 2309 du Code civil prévoyait, autrefois, puisqu'en réalité il a été abrogé, prévoyait le recours avant paiement de la caution contre le débiteur principal. Et ce recours avant paiement, qui était soumis à un certain nombre de conditions, a été purement et simplement supprimé. Sauf que ce recours avant paiement faisait le lit en droit des entreprises en difficulté d'une autre mesure, qui est la possibilité qu'a la caution de déclarer sa créance au passif du débiteur, au titre de son recours personnel, forcément, puisqu'on est avant paiement, précisément avant paiement. Si bien que la suppression dans 1192 du recours avant paiement risquait et assurément allait emporter la difficulté de déclaration par la caution avant paiement dans le cadre de la procédure collective. Or, à moins de prévoir un délai particulier, on sait très bien que les déclarations de créance sont enfermées dans des délais qui sont brefs et qui partent de la publication du jugement d'ouverture au BODAC, donc on risquait de la coincer. Eh bien, les rédacteurs de l'ordonnance sont tenus compte de cette difficulté, puisqu'ils ont inséré cette fois dans le livre 6 du Code de commerce, un article L622-34 qui prévoit expressément que, même avant paiement,
les personnes co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien garanti peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel. Donc voilà une acclimatation, j'allais dire, réussie et une coordination orchestrée. Alors c'est vrai que ça ne va pas sans difficulté, parce que ce recours avant paiement qui disparaît dans le Code civil, on nous indique que ça n'est pas si grave que ça, parce que la caution, je parle en droit commun, va pouvoir prendre des mesures conservatoires. Et finalement, ça suffira à préserver. Soit, hop, je passe en droit des entreprises en difficulté. Est-ce que je peux prendre des mesures conservatoires? Alors en conciliation, oui. En conciliation, pourquoi pas? La caution on pourrait imaginer que la caution prenne des mesures conservatoires. En procédure collective, non. Arrêt des procédures d'exécution. Donc, il n'y a pas de mesures conservatoires possibles. Et pour autant, là, il n'y a pas eu de relais. Alors, il n'y a pas eu de relais, mais ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer parce qu'en réalité, dans le cas d'une procédure collective, est-ce que le risque est très grand, en tout cas est plus grand qu'en droit commun pour la caution, d'une organisation d'insolvabilité? Pas vraiment. Est-ce que le risque est grand de ne pas être payé? Oui, ça, de toute façon, que ce soit en droit commun, en droit des entreprises en difficulté, le risque est grand de ne pas être payé. Mais est-ce qu'il est plus grand en procédure collective qu'en droit commun? Ça n'est pas certain. Et puis aussi, n'oublions pas que la déclaration de créance, depuis l'ordonnance de 2014, serait potentiellement, je ne vais pas discuter sur cette question-là, devenue un acte conservatoire. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas ça, l'acclimatation? La déclaration est l'acte conservatoire qui va permettre, dans le cadre des procédures collectives à la caution, de préserver son droit. Voilà un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est l'article 2313 du Code civil. Cet article 2313 consacre alors une règle qui ne faisait aucun doute, mais cette ordonnance le consacre quand même, et ça a une incidence, c'est la règle selon laquelle l'obligation de la caution s'éteint par suite de l'extinction de l'obligation principale que Pierre Cagnoli a évoqué, effectivement, cette extinction accessoire. Alors, la règle ne fait pas de doute, mais depuis quelque temps, elle était mise en œuvre de manière très contestable par la Cour de cassation, qui elle-même se disait enfermée dans les textes, hein, c'est-à-dire c'est elle, à la limite, qui a sollicité la modification. Hein, donc, il ne s'agit pas ici de taper sur la Cour de cassation, qui, en plus, n'est pas représentée, ça serait franchement déloyal. Donc, pas du tout, mais la Cour de cassation se considère enfermée dans les textes pour décider que lorsqu'une déclaration de créance était irrégulière, eh bien, elle n'était pas seulement irrecevable, elle devait emporter de la part du juge commissaire un rejet. Le rejet éteignait la créance et l'extinction de la créance entraînait l'extinction du cautionnement. Si bien que si l'on s'était contenté dans 1192 de consacrer cette règle de l'extinction accessoire sans rien régler dans le livre 6 de cette question que je viens d'évoquer, eh bien on aurait amplifié l'écho de cette difficulté. Alors, ça ne se produit pas parce que l'article 624-2 a été réformé par l'ordonnance 1193, et Pierre vous l'a dit, je n'y reviendrai pas, en décidant que désormais, la déclaration irrégulière n'est plus rejetée, elle est seulement irrecevable, en tout cas le juge commissaire peut le juger ainsi, et donc on évite cette problématique de l'extinction par voie accessoire dans le cadre des procédures collectives. Il y a ensuite les impacts naturels. Alors, qu'est-ce que j'appelle, et je mets des guillemets, impact naturel? Il s'agit des impacts qui sont les conséquences naturelles de l'application des règles de droit commun du cautionnement dans le contexte des procédures collectives, dès lors qu'aucune disposition spéciale ne vient y déroger. C'est le fameux socle qui s'applique chaque fois que je ne décide pas le contraire. Alors, ces impacts naturels, on peut encore une fois citer deux exemples. L'article 2311 du Code civil. Cet article 2311 évoque la perte des recours de la caution contre le débiteur lorsqu'elle aura payé le créancier sans avertir le débiteur, alors que celui-ci aurait déjà payé ou aurait les moyens de faire déclarer sa créance éteinte. Autrement dit, vous avez payé précipitamment, vous me mettez dans une situation compliquée, donc vous perdez votre recours contre moi. Voilà ce que nous dit l'article 2311, en quelque sorte, du Code civil.
Cette disposition recèle un risque particulier en procédure collective. Parce que avertir le débiteur, ça va, quand votre débiteur est in bonis, vous savez très bien qui vous devez avertir. Rappelons que la procédure collective est le lieu de la répartition des pouvoirs, que le débiteur peut être dessaisi, et que lorsqu'il est dessaisi, c'est un liquidateur qui exerce ses droits et actions de nature patrimoniale. Ce qui veut dire, peut-être, que lorsque la caution doit avertir, il faut peut-être que dans une liquidation judiciaire, il avertisse le liquidateur. Et que se passe-t-il s'il avertit le débiteur et pas le liquidateur? Il n'a pas averti. Et s'il n'a pas averti, il perd son recours. Donc on a un écho particulier de cette règle dans le cadre des procédures collectives. Or, l'ordonnance 1192 vient d'élargir les possibles sanctions, les possibles pertes du recours par la caution pour paiement sans avertissement. Autrefois, c'était soumis à des conditions, ça n'est plus aujourd'hui. Qui dit élargissement de ce risque en droit commun va dire renforcement de ce risque en procédure collective tel que je viens de l'énoncer. Il y a un impact naturel qui pourra se produire de la réforme du cautionnement droit commun au livre 6. Et puis il y a 2314. 2314 du Code civil qui est également avoir un impact naturel. 2314, chacun le sait, c'est l'exception de subrogation. Lorsque le créancier, par sa faute, aura perdu un droit apportant un avantage et que, du fait de ce comportement jugé fautif, la caution ne pourra pas profiter de ce droit parce qu'elle ne pourra pas y être subrogée, eh bien, on considère que la caution doit être déchargée à la hauteur de son préjudice. Cet article 2314, qui reste constant à peu près, non, il y a quelques nuances, mais sur ce que je viens de vous dire, rajoute dans l'ordonnance 1192 une précision qui vient casser une jurisprudence constante qui voulait que était considéré comme faute le fait pour un créancier qui disposait à la fois d'un cautionnement et d'un gage ou d'un pacte commissoire et qui n'avait pas fait le choix de demander l'attribution judiciaire du gage ou de réaliser le pacte commissoire. L'ordonnance 1192 vient de dire, attention, ça, la Cour de cassation l'a considéré maintes fois comme une faute, ça n'en est pas une. Alors, c'est vrai en droit commun et c'est vrai en procédure collective. Simplement, en procédure collective, on peut s'interroger sur l'opportunité qu'il y a à appliquer une telle règle. Or, aucune disposition spéciale ne vient l'écarter. En droit commun, on peut considérer, on peut imaginer qu'effectivement, on comprend bien l'idée, et d'ailleurs c'est dit dans le rapport, c'est excessif. C'est excessif de reprocher à un créancier qui est un financeur de ne pas vouloir devenir propriétaire du bien sur lequel il a une sûreté. Donc pourquoi pas aller chercher la caution? Soit c'est excessif. Dans le cadre des procédures collectives, est-ce que c'est aussi excessif que ça de considérer ce comportement comme fautif? Je rappelle quand même que quand vous avez un gage dont vous pouvez demander l'attribution judiciaire, ou quand vous êtes bénéficiaire d'un pacte commissoire que vous pouvez réaliser, vous avez la promesse d'être payé hors concours, hors répartition dans le cadre des procédures collectives. Et vous n'allez pas le faire. Et vous allez chercher la caution. Et la caution, elle, qu'est-ce qu'elle aura? Elle aura le droit de venir en répartition, dont on sait qu'elle sera peut-être classée à un rang où elle ne sera pas payée. Donc, est-ce que vraiment l'excès dont on peut entendre qu'il existait en droit commun existe en procédure collective? Ce n'est pas certain. Et là, l'absence d'acclimatation pourrait être jugée elle-même un peu excessive. Et puis, il y a les impacts incertains. Alors ça, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère parce que c'est sur l'incertitude, c'est sur le débat qu'on construit une bonne règle. Donc, tant mieux s'il y a des incertitudes et des débats. Il y a 3 articles que je citerai pour illustrer mon propos qui emportent incertitude. Le premier, c'est l'article 2319 du Code civil. Cet article 2319 du Code civil, qui est tout nouveau, évoque le cas de la caution qui cautionne le solde d'un compte courant. Et c'est un article
profitable à la caution, hein, parce qu'il vient dire, vous savez que la caution peut résilier son engagement à tout moment, si c'est à durée indéterminée, sous réserve d'un préavis, mais entre le moment où elle résilie et le moment où la créance de solde va devenir exigible, c'est-à-dire la clôture du compte, il peut se passer un temps assez considérable, et la caution n'était enfermée dans aucun délai, elle n'était pas sécurisée. C'est-à-dire qu'on pouvait imaginer, alors même si la technique du compte courant pourrait laisser penser qu'elle finirait par être libérée bien avant, mais on pouvait imaginer que la clôture du compte intervenant 6 ans après, eh bien 6 ans après, on venait la chercher alors qu'elle avait résilié 6 ans auparavant. Bon, donc ça sécurise, et ça, c'est très bien. 5 ans. Le créancier ne pourra pas agir contre la caution au titre d'un solde de compte courant plus de 5 ans après qu'elle ait résilié son engagement. Très bien. Qu'est-ce que ça donne en procédure collective? Alors là, je ne fais que poser des questions et j'y répondrai pas. J'ai un avis, mais je ne vous le donnerai même pas parce qu'on n'a pas le temps et que ça n'est qu'un avis, donc je vous laisserai juge. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Parce qu'on sait qu'en procédure collective, les délais subissent des choses. On sait que les délais de prescription sont interrompus, suspendus. Alors c'est 5 ans. Interrompus, suspendus. Les rédacteurs de l'ordonnance nous disent, dans le rapport, attention, ce n'est pas un délai de prescription. Soit, mais de notre côté, se recommande d'une jurisprudence de 82 pour instituer ce délai qui, elle, parlait de prescription. Alors, ça en est un, ça en est pas. Encore une fois, je ne vous répondrai pas. Et puis, le créancier qui a une caution contre laquelle il ne peut pas agir parce que c'est une caution physique à l'égard de laquelle les poursuites sont suspendues, est-ce que cet empêchement n'est pas susceptible de modifier le délai? Est-ce que ce délai court contre lui alors même qu'il ne peut pas agir? Autrement dit, est-ce que ce délai de 5 ans va être aussi simple, aussi sécurisant en procédure collective qu'il l'est en droit commun? Je n'en sais rien. Encore une fois, je n'ai qu'un avis, je n'ai pas de certitude. 2299 du Code civil, consécration de l'obligation de mise en garde du dispensateur de crédit à l'égard de la caution. Alors ça, on le connaît. La Cour de cassation a créé l'obligation de mise en garde depuis plus de 15 ans maintenant. On connaît cette obligation de mise en garde. On connaît aussi le fait qu'elle s'applique à la caution. Sauf que cette consécration de l'obligation de mise en garde n'est pas faite à droit constant, si je puis dire. On n'a pas repris tous les éléments de la jurisprudence. On les a modifiés. Et qu'est-ce qu'on a modifié? Eh bien, on a notamment modifié le fait, l'appréciation du caractère excessif du crédit. L'obligation de mise en garde n'existe que si le dispensateur de crédit a consenti un crédit excessif. Comment j'apprécie le caractère excessif du crédit vis-à-vis de la caution? Et la Cour de cassation, jusqu'à aujourd'hui, nous disait on peut l'apprécier de deux manières. Soit le crédit était excessif au regard de la caution, elle n'avait pas les capacités, soit c'était excessif à l'égard du débiteur principal. Et dans les deux cas, il fallait mettre en garde, et dans les deux cas, vous risquez d'être sanctionné si vous n'avez pas mis en garde. Le texte nous dit l'appréciation ne se fait que par rapport au débiteur principal. D'accord. Soit. Mais on peut se poser des questions sur l'impact que pourrait avoir cette modification sur le fameux bouclier L650-1. Vous savez, L650-1 du Code de commerce qui pose un principe d'irresponsabilité à l'égard des dispensateurs de crédit. Eh bien, la Cour de cassation nous avait dit jusqu'à présent, quand la caution sort le défaut de mise en garde, L650-1 ne joue pas. Autrement dit, la caution peut s'appuyer sur le défaut de mise en garde en dépit de la procédure collective. Est-ce que ce sera toujours le cas demain? Cette solution-là, je la conçois bien quand l'excès s'évalue par rapport au revenu de la caution. Parce que finalement, ça n'est pas une conséquence, ça n'est pas un préjudice subi du fait de concours consentis au débiteur. C'est un préjudice subi du fait de la disproportion du cautionnement. Bon. Mais si je n'évalue l'excès que par rapport au débiteur, le crédit devient excessif à l'égard du débiteur. C'est donc avant tout un préjudice subi par le débiteur du fait du concours consenti et par incidence à la caution. Est-ce qu'L650-1 ne va pas venir là jouer les perturbateurs au détriment de la caution? Peut-être. Et puis enfin, je terminerai par là, mais je dirais que c'est presque l'élément le plus important. C'est 2200, alors c'est très très peu stratégique de le mettre à la fin, mais voilà. 2298 du Code civil. Alors là,
oubliez tout ce que vous avez appris en cautionnement parce que ce texte-là, il vient modifier les réflexes. Jusqu'à présent, on connaissait un critère de distinction dans les moyens que pouvait invoquer la caution, qui était très simple. Non, j'exagère, il n'était pas simple du tout, mais en tout cas, il était clair à exprimer. Les moyens personnels au débiteur principal, la caution ne pouvait pas s'en prévaloir. Les moyens inhérents à la dette, ils pouvaient s'en prévaloir. 2298 nous dit, oubliez tout ça, la caution peut opposer aux créanciers et les exceptions inhérentes à la dette, comme hier, et, nouveauté, les exceptions personnelles au débiteur principal. Ah, d'accord. Bon, mais le texte rajoute tout de suite une autre exception. C'est plus les exceptions personnelles débiteurs que je ne peux pas opposer, c'est toutefois la caution ne peut se prévaloir de mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. Bon, alors, on se pose. En droit commun, mon débiteur obtient des délais de grâce, ma caution n'en bénéficie pas, parce que c'est une mesure judiciaire dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance. Je retombe sur mes pieds, parce qu'avant, c'était considéré comme un moyen personnel au débiteur. Bon, ça ne révolutionne pas les choses. En procédure collective, est-ce que ça va être aussi simple? C'est pas sûr. En apparence, oui. L'arrêt du cours des intérêts, c'était un moyen personnel au débiteur. Ça devient, a priori, une mesure légale accordée au bénéfice du débiteur en conséquence de sa défaillance. OK, la suspension des poursuites, l'arrêt des poursuites pendant la procédure collective, même si en réalité la caution bénéficie d'une disposition particulière à cet égard. Les dispositions du plan. Moyen personnel jusqu'à présent, et puis maintenant, pourquoi pas en conséquence de la défaillance. Sauf qu'à regarder de plus près, l'évidence s'estompe. C'est quoi la défaillance? Est-ce que c'est la défaillance ante ouverture d'une procédure du livre 6? Auquel cas, très bien, mais cette règle-là, elle ne peut pas s'appliquer pour toutes les mesures légales et judiciaires en sauvegarde, parce qu'en sauvegarde, il n'y a pas de défaillance. Donc ça veut dire que ma caution, qu'elle soit personne morale ou personne physique, pourrait opposer toutes les mesures légales et judiciaires issues de la sauvegarde, puisque mon débiteur n'est pas défaillant. La défaillance, on peut l'envisager autrement, ça peut être la défaillance qui est la conséquence de l'ouverture d'une procédure collective, puisqu'il s'est interdit de paiement. Le débiteur est interdit de paiement, il devient défaillant. On l'oblige à être défaillant pour le coup, mais il devient défaillant. Mais dans ce cas-là, alors, effectivement, dans les procédures collectives, cette exception va jouer, mais pas dans les procédures amiables. Il n'y a pas d'interdiction des paiements en procédure amiable. Donc, qu'est-ce que c'est que la défaillance? Et puis, au-delà, qu'est-ce que c'est qu'une mesure légale ou judiciaire en conséquence de la défaillance? Et là, je prendrai un seul exemple, et là, je vous jure que c'est la fin. Vous savez que quand on ne déclare pas sa créance au passif du débiteur, on a une créance inopposable. Et jusqu'à présent, cette inopposabilité était considérée comme un argument personnel au débiteur que la caution ne pouvait pas invoquer. On efface l'ardoise, on est sur les nouvelles règles. Est-ce que la caution peut se prévaloir de l'inopposabilité de la créance aujourd'hui? Alors, on peut me répondre, non, parce que quand même, c'est se prévaloir d'une mesure légale ou judiciaire, légale, dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance. Est-ce que c'est un bénéfice accordé au débiteur, l'inopposabilité d'une créance non déclarée? Il va falloir avouer qu'on a mis en place un mécanisme pour piéger des créanciers au bénéfice du débiteur. Bon, ça gêne, ça gêne. Est-ce que c'est en conséquence de sa défaillance? Parce que les délais de grâce, j'entends. Les délais conventionnels en cas de procédure, j'entends. Mais l'inopposabilité d'une créance déclarée, qui est la conséquence d'une forclusion du créancier, qui n'a pas produit à la procédure collective, est-ce que c'est la conséquence de la défaillance du débiteur? C'est la conséquence de la conséquence de la conséquence d'une règle applicable en procédure collective.
Alors là, ça voudrait dire, si on arrive à démonter tout ça, que ma caution, personne morale, personne physique, imaginons, hein, je plaide ça, allez, et je gagne. Toutes les cautions peuvent se prévaloir de l'inopposabilité de la créance non déclarée. Voilà. Alors qu'on l'a réservé à une minorité, les personnes physiques. Voilà, c'est tout. Donc, des impacts, vous voyez. Excusez-moi du coup d'avoir été plus long que je ne l'aurais voulu et je vous remercie pour votre attention. Bien, bonjour à tous. Je vais moi aussi commencer par un clin d'œil aux organisateurs de cette journée, en particulier pour les féliciter d'avoir eu l'idée de réunir tous les protagonistes du droit des procédures collectives, ce qui montre bien qu'à l'université, on n'est plus aujourd'hui enfermé dans une tour d'ivoire à ne pas se préoccuper de ce qui peut se passer à l'extérieur. C'était évident, me direz-vous, pour le droit des procédures collectives, mais je pense que ce n'est pas sans intérêt de rappeler l'ouverture de l'université vers le monde extérieur, vers le monde économique, vers le monde judiciaire. Et je pense que ça méritait d'être salué et je tiens à féliciter pour cette optique les organisateurs de cette manifestation. On va moins les féliciter pour la maîtrise des horaires, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'à l'heure à laquelle je prends la parole, on devrait déjà être, je pense, au plat principal. Et j'ai surtout à l'esprit la fameuse formule de Rabelais, « ventre affamé n'a point d'oreille ». Ventre affamé n'a point d'oreille, et en plus, j'ai eu la mauvaise idée de retenir des points de cette réforme qui, il faut quand même le reconnaître, sont assez techniques et révélatrices du fait que le droit des procédures collectives est au carrefour de différentes disciplines, vous le savez mieux que personne. Ce qui fait toujours peur à nos étudiants, hein, quand on leur dit, vous savez, en droit des procédures collectives, il faut connaître le droit des sûretés, il faut connaître le droit de la procédure, il faut aussi, pourquoi pas, connaître le droit fiscal, bref, il faut connaître différentes branches du droit, sinon vous ne serez pas forcément très à l'aise. Et c'est un petit peu ce qui se passerait si j'avais parfaitement le temps de vous exposer les points que je voudrais évoquer avec vous, puisque effectivement, ça suppose d'aller voir ce qui se passe en droit civil, ce qui se pose en droit, notamment des procédures d'exécution. Alors, j'ai bien à l'esprit qu'il faut que j'aille très très vite. J'ai déjà reçu un certain nombre de messages en ce sens. Synthétiser, réduiser. Alors, je vais vraiment aller à l'essentiel et souligner deux innovations, deux modifications qui résultent de la volonté du législateur. On va dire législateur, même si le terme est inapproprié, en tout cas de la volonté du législateur de clarifier et de moderniser les règles relatives aux sûretés dans les procédures collectives. C'est d'ailleurs la feuille de route qui avait été donnée avec la loi Pacte, puisqu'on dit clairement dans l'article 60 de la loi Pacte qu'il faut modifier, clarifier les règles relatives aux sûretés dans le livre 6e du Code de commerce. Donc, on aurait fait en sorte que ce soit plus clair en droit des sûretés et en procédure collective. Alors, il y a deux exemples de cette volonté de clarification sur laquelle je vais juste vous dire très brièvement quelques mots. On a tout d'abord voulu clarifier la liste des nullités de droit des actes passés en période suspecte. Peut-être avez-vous à l'esprit que cette liste, qui figure aujourd'hui à l'article L632-1, contenait jusqu'à ce jour 12 actes nuls de droit. Mais le 12e ayant été ajouté par l'ordonnance de 2014, il s'agissait de la déclaration d'insaisissabilité, en période suspecte. Alors on a voulu clarifier et moderniser cette liste. Alors en particulier, vous le verrez, c'est le nouvel article 4e qui concerne ce que l'on appelle le paiement des dettes échues, qui doit être effectué par des modes dits normaux de paiement. Et assez curieusement, dans ce 4e, on continuait de se référer à la loi d'Ailly,
à la loi de 1981 et vous savez tous qu'en tant que telle, la loi n'existe plus, elle a été codifiée, c'est maintenant un article du Code monétaire et financier. Donc on a procédé à ce petit toilettage sémantique dans le quatrièmement. De même, dans le cinquièmement, la loi continuait de se référer à un article du Code civil qui n'était plus le bon compte tenu de la réforme des sûretés de 2006. Donc on a modifié le texte et c'est la raison pour laquelle on se retrouve désormais avec une liste qui se réfère, et ça fait quand même plus sérieux, qui se réfère, et j'ai envie de dire, au bon texte. Alors il y a une autre modification qui est peut-être plus intéressante, qui concerne les, on va les appeler comme ça, les sûretés réelles. Jusqu'alors, vous l'avez peut-être à l'esprit, le sixièmement de cette longue liste visait l'hypothèque conventionnelle, l'hypothèque judiciaire, l'hypothèque légale des époux, mais aussi le nantissement ou le gage, autant de sûretés qui étaient nulles, mais à une condition, c'est qu'elles soient consenties pour une dette antérieurement contractée. L'hypothèse est celle d'une dette qui existe et qui est donc chirographaire, et après coup, le créancier, sentant, j'allais dire, le vent tourner, sentant les difficultés de son débiteur, se précipite pour obtenir une sûreté. Cette sûreté obtenue après coup sera nulle de droit en application de l'article L632-1. Alors, ce texte, il est réécrit pour prendre en considération la réforme des sûretés, qui a donc d'une certaine manière été, je dirais, anticipée, puisque on va réécrire le texte pour en écarter l'hypothèque légale des jugements de condamnation. Alors, on pouvait considérer que l'hypothèque légale des jugements de condamnation, qui peut être prise dès qu'on a un jugement de condamnation, était déjà évoquée par le texte avec l'expression hypothèque judiciaire, puisque c'est effectivement l'hypothèque qui résulte d'un jugement. Sauf que la réforme des sûretés vient de nous dire non, l'hypothèque des jugements de condamnation, c'est une hypothèque légale. Et donc on ne peut plus utiliser l'expression hypothèque judiciaire pour prendre en considération cette hypothèque légale. Et c'est la raison pour laquelle on a désormais dans cette liste un septièmement qui concerne spécifiquement l'hypothèque légale des jugements de condamnation. Mais du coup, vous comprenez qu'on garde le sixièmement avec, on va le voir, en particulier l'hypothèque conventionnelle, le gage et le nantissement. Mais du coup, on en sort l'hypothèque des jugements de condamnation qui devient un septièmement. Et du coup, ça décale tout le reste. Ça décale l'actuel septièmement, enfin hier le septièmement, qui du coup devient un huitièmement. Et c'est la raison pour laquelle tout est décalé. Tout est décalé après le septièmement. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, la fameuse déclaration d'insaisissabilité qui était L631-2, 12e, devient le 13e. Alors, qu'est-ce que ça change fondamentalement? Désormais, vous verrez à l'article 6e que l'on vise, premièrement, toute sûreté réelle conventionnelle. Toute sûreté réelle conventionnelle, il faut donc comprendre que l'on va, avec cette formulation, pouvoir appréhender, bien évidemment, l'hypothèque conventionnelle, qui est une sûreté réelle conventionnelle, mais on va aussi pouvoir appréhender le gage et le nantissement, qui eux aussi sont des sûretés réelles conventionnelles. La loi a ajouté, et ça c'est nouveau, le droit de rétention conventionnel, qui jusqu'alors n'était pas englobé dans la liste. Alors on a considéré que, même s'il ne s'agit pas proprement parler d'une sûreté, on a considéré qu'il était finalement logique de permettre la nullité de ce droit de rétention, dès lors du moins bien sûr, qu'il est mis en œuvre pour une dette antérieurement contractée. Alors il y a dans ce nouveau sixièmement, il y a la volonté du législateur de consacrer une jurisprudence qui avait fait parler d'elle en son temps. Il s'agit d'un arrêt du 27 septembre 2016, arrêt qui a été rendu à propos d'un gage sans dépossession, à propos de bateaux, de moteurs de bateaux. Gage sans dépossession de moteurs de bateaux. En période suspecte, alors que le gage a été consenti antérieurement à la période suspecte, antérieurement à la cessation des paiements. En période suspecte, on va changer 2 des bateaux qui avaient été remis en gage. C'est toujours, semble-t-il, le même gage, mais on change les moteurs de bateau. En d'autres termes, on change l'objet du gage.
Question, est-ce que c'est un nouveau gage? Auquel cas il serait nul. Est-ce que finalement on ne fait que changer l'assiette du gage? Auquel cas on pourrait considérer que ce changement d'assiette doit être considéré comme valable. Alors, la Cour d'appel avait considéré qu'il s'agissait d'un nouveau gage, donc qu'il était nul à concurrence des deux moteurs de bateau. La Cour de cassation va pour sa part considérer qu'il convenait de rechercher si ce changement, cette substitution, avait conféré un gage supérieur dans sa nature et dans son assiette à celui initialement consenti. La réforme entend consacrer cette jurisprudence. Cette jurisprudence, elle est consacrée par le nouveau sixièmement, qui désormais prévoit la possibilité de remplacer une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalentes. Ça veut dire qu'on va pouvoir substituer une sûreté à une autre en période suspecte, de manière tout à fait efficace, mais à une condition, c'est que la nature et l'assiette soient au moins équivalentes. Donc il ne faut pas que finalement, indirectement, je confère un avantage au créancier. Si la situation du créancier reste fondamentalement la même, je peux substituer la sûreté, je peux substituer un bien à une même sûreté. Pensez à cette histoire du nantissement de gage de bateaux et de moteurs. Je peux changer les bateaux, non, décidément, les moteurs des bateaux, sans pour autant créer un nouveau gage, de sorte que ma sûreté sera parfaitement efficace. Alors il y a juste une faveur qui est accordée à certains créanciers. Il faut comprendre aux banquiers, peut-être y a-t-il eu un peu de lobbying en la matière, puisqu'on prévoit que l'on pourra procéder à des cessions de créances en période suspecte, à condition que ces cessions de créances interviennent en exécution d'un contrat cadre conclu antérieurement à la cessation des paiements. En d'autres termes, si j'ai prévu, avant la cessation des paiements, la possibilité de cession de créances et de cession de créances à titre de garantie en particulier, eh bien, comme ça a été prévu avant, même si c'est fait après, ce sera considéré comme valable. Je dois reconnaître à titre personnel que la solution ne me semblait pas aussi évidente que ça. Pour terminer, parce que j'ai bien à l'esprit que j'ai très peu de temps, un autre exemple de ce souci de clarification avec une modification de l'article L642-12 du Code de commerce. L'article L642-12, c'est ce qu'on appelle le transfert de la charge des sûretés en cas de cession d'entreprise. Nous sommes dans une hypothèse de cession globale, qui peut être une liquidation judiciaire, mais qui peut être aussi d'ailleurs un redressement judiciaire, voire même une cession d'activité en sauvegarde. Dans cette hypothèse-là, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, L642-1 et suivant. Et dans cette hypothèse de cession dite globale, on a un mécanisme tout à fait original qui fait que le cessionnaire pourrait être tenu de payer certains des prêts qui auront permis de financer les biens cédés. Ce transfert de la charge de la sûreté ne vaut que pour les sûretés qui vont grever les biens transmis et qui ont permis l'acquisition de ce bien. Le grand classique, c'est on transfère un immeuble avec un privilège de prêteur de deniers qui aura permis de financer l'acquisition. Eh bien, le prêteur de deniers voit la charge du prêt transmise au cessionnaire. Et c'est entre les mains du banquier d'origine que le cessionnaire va désormais payer le prêt. C'est, dit-on, un mécanisme qui a toutes les allures d'une reprise de prêt. Alors, deux précisions vont être apportées par le texte nouveau, article L642-12, 4e alinéa. Il est désormais prévu, et assez curieusement d'ailleurs, le rapport qui précède l'ordonnance n'en dit pas un mot, alors que c'est loin d'être véniel. Il est désormais prévu que ce dispositif de transfert ne pourra profiter qu'au créancier, je cite, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais. Donc, pour qu'il y ait ce transfert, il faut que le créancier, qui par hypothèse est un banquier, il faut que par hypothèse, ce créancier ait déclaré sa créance. Alors, la question, elle était discutée, notamment
à l'opposé des, on va les appeler comme ça, des auteurs du Sud, qui ne sont pas ceux qui sont à cette table, mais il en existe d'autres, des auteurs du Sud, certains venant dire non, la sanction du défaut de déclaration n'empêche pas à ce créancier de bénéficier du transfert de la charge des sûretés parce qu'il ne fait pas valoir ses droits dans la procédure. Et par conséquent, peu importe qu'il ait déclaré ou pas, et d'autres venaient dire, non, ce dispositif est une faveur faite aux créanciers, et à tout le moins aux créanciers qui respectent la discipline collective et qui ont déclaré leurs créances. Aujourd'hui, la cause est entendue, le texte est parfaitement clair, il faut, pour bénéficier du transfert de la charge des sûretés, avoir déclaré sa créance. Dernière précision, et j'en terminerai par là, dernière précision, il est désormais prévu dans l'article L642-12 que désormais le débiteur est libéré des échéances reprises par le cessionnaire, c'est-à-dire finalement des échéances du prêt qui vont être postérieures à la cession d'entreprise. Il y a donc désormais une libération du débiteur qui n'est plus tenu de ces échéances postérieures. Alors la précision est loin d'être sans intérêt puisque jusqu'à présent, il était considéré que ce mécanisme n'entraînait pas novation, de sorte que le débiteur restait tout de même tenu de ses dettes. Alors la jurisprudence en avait tiré un certain nombre de conséquences. Je vais me contenter d'en évoquer une. Il avait été hier jugé que, compte tenu de l'absence de novation, le remboursement des échéances dues aux créanciers par le cessionnaire continuait à être garanti par la caution. La caution restait tenue parce que finalement, la dette demeurait à partir de l'instant où le débiteur est libéré. Je parle sous le contrôle de mes éminents collègues en droit des sûretés. Il me paraît clair que désormais, c'est une solution nouvelle. Il faudra considérer que la caution est libérée puisque le débiteur l'est aussi. Je vais aller très vite, trop vite, sans aucun doute. Vous n'aurez rien à m'en excuser, mais je pense avoir éviter de trop déborder et puis surtout de vous avoir privé de déjeuner parce qu'il nous est dit qu'on ne sert que jusqu'à 14h. Vous avez donc 3 quarts d'heure pour vous précipiter pour aller déjeuner. Merci de votre attention.